Bienvenue sur Invest Academy, j'espère que vous avez la forme. Ici, on ne parle pas de spéculation, mais bien d'investissement en bourse à long terme sur des sociétés de qualité à des prix qui n'impliquent pas la croissance. Avons-nous une opportunité d'investissement sur OB? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre après une chute aujourd'hui, après les résultats semestriels de 6%. Et donc, on va essayer de voir si c'est intéressant à ce prix-là de rentrer sur cette société. Avant toute chose, cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Je suis juste là pour donner mon avis et vous partager mon expérience en bourse. Donc OB, moins 6,43% aujourd'hui et depuis le début de l'année, c'est pas très beau, on a moins 25%. Bon, la valorisation dégonfle un peu, mais est-ce que ça justifie une décote pareille aujourd'hui? On va essayer de voir les résultats et d'être le plus objectif possible et d'être le plus factuel possible pour voir si vraiment c'est mérité ces moins 6% de baisse du cours aujourd'hui. Donc tout d'abord, on va lire le petit communiqué de presse et ensuite j'irai sur la présentation des résultats. On a à peine de détails également. Donc résultat du premier semestre, on a une marge opérationnelle d'activité semestrielle à 8,9%. Donc ils avaient prévu 9%, enfin environ 9%, donc on est vraiment pas loin lors de l'annonce du chiffre d'affaires du T2, donc on est vraiment pas loin là-dessus, il n'y a pas de souci. Résultat net par de groupe de 17 millions d'euros. Donc on voit un chiffre d'affaires en croissance de 6,3%, résultat opérationnel d'activité à moins 8%, donc là ça a été impacté, on le verra après, c'est expliqué, mais c'est à partir de là que ça baisse. Donc on a 8,9% de marge opérationnelle d'activité contre 10,3% au S1 2022 sur 2 années qui étaient exceptionnelles, et là on a 2 jours ouvrés en moins, ce qui fait que ça baisse le taux comme je vous l'ai dit. Donc coût des actions de performance, ça augmente un peu par rapport à l'année dernière. Autres produits et charges opérationnelles, ça augmente également un petit peu par rapport à l'année dernière, donc ce qui n'arrange pas le résultat opérationnel qui est en baisse de 9,1%. Ensuite, on a du résultat financier, donc la trésorerie qui a dû être placée, qui a rapporté 340 000 euros. Et l'année dernière, on avait une perte de 565 000 euros. Et là, on a charge produit d'impôt qui diminue environ d'1 million d'euros. Et ce qui nous donne un résultat net qui arrive à être compensé un petit peu à seulement moins 2,2%, ce qui représente 6,2% du CA du chiffre d'affaires contre 6,7% l'année dernière. Et donc on voit un effectif qui augmente par rapport au semestre dernier, mais par rapport au début de l'année, c'est pas une augmentation dingue, donc on va expliquer ça tout de suite. Donc là, c'est du blabla, ils ont arrêté les comptes. Donc c'est tout bon. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Je vous grandis encore ça. OB enregistre de bons résultats au premier semestre 2023 porté par une croissance organique de 6,3% du chiffre d'affaires, donc malgré une base de comparaison exigeante. Donc sur ces 2 dernières années, la base de comparaison était très exigeante. Marge opérationnelle d'activité semestrielle. La marge opérationnelle se maintient sur un bon niveau de 8,9% contre 10,3% au premier semestre 2022. Donc vous voyez, on a quand même une belle baisse de ce taux, de cette marge opérationnelle d'activité. Mais bon, ils expliquent ça par une évolution attendue qui est la conséquence d'un taux d'utilisation de 92,3% contre 95,2%. Donc on perd 3% de taux d'utilisation. Donc finalement, oui, ça baisse un peu la productivité et forcément les marges. Et on a un calendrier défavorable. Donc comme je vous l'ai dit ici dans ma revue sectorielle que j'ai fait sur le secteur, on ira voir après sur YouTube. Ici, sur ce premier semestre, on a eu pas mal de jours fériés, vous le savez très bien, notamment en mai, et ce qui a fait qu'on a un calendrier défavorable par rapport à l'année dernière, et donc la croissance est moins bonne, et on a des jours travaillés qui sont moindres, donc du coup ça impacte l'exercice. Donc voilà, calendrier défavorable en termes de jours ouvrés. OB démontre ainsi sa très bonne résilience face aux impacts inflationnistes, conservant toujours un bon ratio entre l'évolution de ses prix de vente et de son salaire moyen. Donc ça, c'est un bon indicateur par contre. Ça, c'est un bon point à noter. Donc c'est-à-dire que on peut suivre en fait l'augmentation du chiffre d'affaires grâce au recrutement. Donc si le recrutement augmente, le chiffre d'affaires va augmenter, sachant qu'il compose toujours l'évolution, les prix de vente les prix de vente évoluent toujours comme le salaire moyen, ça arrive à compenser. Donc en fait, il faut se cibler, regarder si notre effectif augmente pour savoir si l'activité est en très bonne croissance. Donc résultat opérationnel d'activité
à 22,7%. Le résultat opérationnel est en baisse de 8,4% après la prise en compte du coût des actions de performance. Donc ça, on l'a vu en haut, 0,7 million. Et du poste autres produits et charges opérationnelles pour 1,1 million d'euros, constitués principalement de charges de restructuration. Le résultat net par deux groupes est en légère baisse. On a 6,2% de marge nette. Et donc, on est quasi stable à 17 millions contre 17,3 au premier semestre 2022. La charge d'impôt de 6,1 millions laisse ressortir un taux d'imposition qui est en baisse de 26, à 26% contre 29 sur la même période de l'année précédente. Donc l'impôt sur les sociétés diminue en France. Ça, je vous l'ai déjà dit également dans d'autres vidéos. Et donc, ce qui impacte positivement les résultats nets. Et donc, la trésorerie nette hors dette locative est stable à 83,5 millions d'euros après versement des dividendes. Donc, on a une capacité d'autofinancement qui est à 28,1 millions d'euros, soit 10,2% du chiffre d'affaires, contre 29,1 millions d'euros un an plus tôt. Donc ici, la CAF, elle baisse un petit peu, mais rien de bien grave. La capacité d'autofinancement, c'est la capacité qu'a la société à produire du cash. Donc ça se voit dans le tableau de flux de trésorerie et c'est quand même un peu un indicateur français, entre guillemets. La variation du BFR s'établit à 6,6 millions d'euros contre 17,5 millions d'euros sur la même période l'année précédente. Et après la prise en compte du versement d'un dividende en mai pour un montant de 9,3 millions d'euros, la trésorerie nette reste stable à 83,5 millions d'euros et devrait sensiblement progresser sur le second semestre comme tous les ans. Donc là, on va verser un acompte sur dividende le 10 novembre 2023, donc ça, c'est pas significatif. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la demande des clients reste à un bon niveau. Donc, en effet, on a encore une bonne demande. Mais dans une tendance moins élevée que celle record de l'an dernier. Donc, on a une moindre croissance. Ça, on l'avait bien compris également. Cette normalisation se constate de manière homogène sur tous les pays et sur tous les secteurs. Donc, en effet, on a des clients qui font en effet preuve de retenue et de prudence dans leurs investissements au regard d'un contexte macroéconomique peu lisible et incertain. Donc vous le savez, les taux augmentent, ce qui impacte les sociétés endettées et on a la consommation des ménages qui diminue quand même fortement et les ménages commencent à se restreindre au niveau de l'alimentation et donc s'ils commencent à se restreindre au niveau des dépenses essentielles, ça laisse craindre quand même un ralentissement général de l'économie. Voilà, même si je ne suis pas économiste ni macroéconomiste, c'est à peu près les traits qu'il faut tracer sur ce que vient de dire Aubet. Donc si cet attentisme a été notamment visible sur les mois d'été, l'activité commerciale sur le début du mois de septembre semble montrer des signes d'amélioration encourageants. Donc on va avoir un T3 qui ne va pas être dingue, mais apparemment septembre, donc le dernier mois du T3, il risque d'être quand même plus encourageant. Et on l'espère que cette fin d'année va être encore plus encourageante donc sur les octobre, novembre, décembre et que l'activité va bien se comporter pour Obey. Donc compte tenu de ces éléments de manière prudente, donc le management d'Obey qui ne fait jamais le malin et qui est toujours assez prudent, donc c'est ce qu'on aime. On s'attend à un atterrissage vers le bas de la fourchette de ces objectifs annuels qui sont pour rappel croissance organique entre 5 et 7%, donc 540 à 550 millions d'euros, et une marge opérationnelle d'activité entre 9,5 et 10,5%. Donc on se retrouvera pour la publication du chiffre d'affaires du T3 le 18 octobre 2023 après bourse. Donc voilà ce que je voulais vous dire. La petite présentation ici qui est somme toute intéressante puisqu'on a quelques informations en plus. Donc un bon semestre dans l'ensemble, dans un environnement dans un environnement moins favorable. Donc croissance organique dans l'objectif malgré un calendrier défavorable. Donc là 6,3 de croissance organique contre 7 à 9% de prévu. Donc là je ne sais pas si c'était pour le S1 ou oui ça devait être pour le S1. Donc je pense que ça on le savait déjà, les chiffres d'affaires qui étaient un peu moins croissants notamment à cause des jours fériés et d'un moindre taux d'utilisation. Marge opérationnelle d'activité satisfaisante impactée par un taux d'utilisation un peu faible. Donc comme on l'a vu, 2 ou 3, c'était combien de pourcents? Ici, le taux d'utilisation, il était 3% plus faible, donc forcément ça impacte la marge opérationnelle d'activité. Modeste progression des effectifs avec une nette décélération au deuxième trimestre. Donc ici, si on calcule rapidement, ça nous fait une augmentation quasiment nulle par rapport au début de l'année 2022.
ici, ça nous fait une augmentation de l'effectif de 0,2%, donc c'est très faible. Et en effet, ouais, très nette décélération au T2. Donc ils sont plus attentistes à ce niveau-là, et résultat net quasi stable, notamment à cause de la trésorerie qui est placée. Donc là, vous voyez quand même qu'on a une belle croissance du chiffre d'affaires depuis 2019, et que 2023, au S1, on arrive à maintenir quand même une croissance. Donc 47% du chiffre d'affaires hors France, croissance annualisée moyenne du chiffre d'affaires au premier semestre de 7% par an sur ces 4 dernières années, taux d'utilisation, comme on l'a dit, de 92,3%. Donc au niveau des secteurs, quels sont les secteurs les plus attentifs? C'est ça ce qu'on doit regarder précisément. Donc ici, le secteur public a été assez attentiste, on a eu moins 1% par rapport à l'année dernière. Les télécoms, assez attentistes également, 2% de croissance du chiffre d'affaires. La distribution se porte bien, on a 15% de croissance du chiffre d'affaires. Banque finance, on est sur les 6%, c'est bon. Assurance, pareil sur les 6%. Utility sur les 6%. Par contre, également, transport, industrie et transport, plus 26%, c'est très bon ça. Mais on sait que l'activité d'OB, elle est cantonnée sur banque finance et assurance. Donc, ce qui représente ici 58% du chiffre d'affaires, on a plus 6%, donc c'est quand même pas mal. Et un petit warning sur les services publics et les télécoms où on a une très faible croissance. Donc là, vous voyez les talents, plus 22 talents depuis la fin de l'année 2022. Donc là, c'est pas très très important. Ici, compte de résultats, on va le regarder après. Compte de résultats par région, on voit que la France a eu quand même une très belle croissance de chiffre d'affaires sur le premier semestre. On est à 9,9%. Et c'est l'international qui déçoit un petit peu avec plus 2,6%. Et notamment donc également à l'international qui déçoit au niveau de la marge. Donc on était presque à 12% et là on est de retour à 9,4%. Et la France a réussi à se tenir. On a une baisse seulement de 0,2% malgré les jours fériés qui ont impacté, comme on l'a dit, négativement la société. Donc écart d'acquisition, goodwill, on est toujours équivalent. Autre immobilisation, on augmente un peu au niveau des droits d'utilisation notamment. Actifs non courants, on augmente, mais de 0,3 millions, c'est pas très intéressant. Autre actif courant, donc là, on a notamment les créances clients, je pense, on est à 208 millions contre 202 l'année dernière. Trésorerie qui se maintient, on perd 0,2, on perd 200 000 euros, donc c'est rien. C'est impacté par le dividende, donc ça, c'est pas très grave. Et en actifs, on augmente encore un peu. Donc capitaux propres, ils sont renforcés de plus de 9 millions d'euros à peu près. Passif non courant, donc la dette, on est à 28,5 contre 21, donc ça augmente un petit peu, mais c'est à cause des dettes locatives. Donc vous voyez qu'on est passé de 14 à 21. Dette financière, on a baissé de ça de 0,2 millions d'euros. Passif courant, donc les dettes fournisseurs, ici on a diminué les dettes fournisseurs et du coup le passif se retrouve toujours, on a toujours un équilibre entre actif et passif pour le rappeler. Donc tableau de flux de trésorerie, c'est là que c'est intéressant. On a une CAF qui baisse de 3,4%. Donc c'est pas très significatif, franchement c'est pas trop mal, vu que la marge opérationnelle d'activité elle diminue fortement, le résultat opérationnel d'activité diminue plus fortement à 8%. Donc le cash généré par la société n'est pas trop impacté, on perd 1% de marge de capacité d'autofinancement, c'est pas si mal. Impôt versé, on est un peu moindre que l'année dernière. Comme je vous l'ai dit, le besoin en fonds de roulement, on est également moindre que l'année dernière, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on a un flux de trésorerie provenant de l'activité qui est vraiment pas mal. On était à 2,8 millions d'euros l'année dernière et là on est à 13,1. Donc ici on a investi 700 000 euros contre 900 000 l'année dernière et donc on a versé 9 millions 3 de dividendes et on a remboursé 0,6 millions de dettes, donc c'est pas mal. Et donc on a finalement dépensé moins que l'année dernière pour le financement. Et donc on a une trésorerie qui baisse de 0,2% comme je vous l'ai dit contre 12,6 millions d'euros l'année dernière. Et donc on a des disponibilités plus, donc on a du cash plus des valeurs mobilières de placement à 85,6 millions d'euros. Donc en fait on va placer cette trésorerie pour qu'elle nous rapporte sûrement 3% actuellement. Donc là vous voyez que la trésorerie est stable. Et ici ce qui est intéressant c'est le contexte est toujours porteur mais plus incertain et moins lisible. Donc les donneurs d'ordre font toujours preuve de prudence et de retenue dans leurs investissements comme on l'a dit.
Le nombre d'appels d'offres reste élevé, mais en baisse par rapport au pic de 2022. Ce constat est homogène sur tout le pays, tous les secteurs et tous les types de prestations. Donc, on a toujours de la croissance, on a toujours un nombre d'appels d'offres élevé, mais on est quand même en diminution par rapport au pic de 2022. Forcément, on a un choc d'offres et de demandes qui est moindre. Donc les mois de juillet et d'août sont satisfaisants, mais sont moins bons que nos anticipations. Nous constatons une légère amélioration début septembre, mais qui reste à confirmer dans la durée. Donc ça, c'est plutôt positif. Légère amélioration en septembre, on espère que ça peut se continuer à la fin de l'année, mais juillet et août qui sont moins bons, c'est pas si c'est pour ça qu'en fait ils ont abaissé la guidance aux bornes, enfin ils ont pas abaissé la guidance, ils disent qu'ils vont taper sûrement la borne basse de la guidance, et donc c'est à cause de ces 2 mois d'août et de juillet et d'août. Donc dans ce contexte plus incertain et moins lisible, nous avons adopté une stratégie plus prudente et plus exigeante en termes de recrutement. Donc on le voit que les recrutements sont moins agressifs, on a sûrement un turnover un peu moins élevé. La hausse des prix de vente compense toujours la hausse des salaires. Donc ça, j'avais pas compris ça moi dans le communiqué. Et donc là, c'est affiché, donc je pense que c'est plutôt positif. Il disait juste qu'on avait un bon ratio entre hausse des prix de vente et hausse des salaires, mais là, ça compense toujours la hausse des salaires, donc c'est vraiment pas mal. Et ici, ce qui reste encore plus intéressant, c'est que le nombre de dossiers de croissance externe que nous recevons est en sensible augmentation. Donc là, franchement, c'est pas mal. Et donc, guidance basse pour l'année 2022, donc sur ce qu'ils ont vu c'était moindre que les anticipations, c'est pour ça qu'ils se mettent sur la guidance basse. Donc voilà tout. Je vous avais fait des petits calculs ici, donc document Word. Donc ici, je vous avais comparé le chiffre d'affaires et donc la marge EBIT entre le S1 et le S2 2022. Donc ici, en fait, au S1 2023, on a une marge EBIT de 8,27% contre une marge EBIT de 9,68% au S1 2022 contre le S1 2023. Donc on a baissé de plus de 1,4 point de marge la marge EBIT sur ces 2 semestres. Donc comme je vous l'ai déjà dit, ça a été impacté par le taux d'utilisation moindre et les jours ouvrés en moins. Et j'ai comparé ça donc aux marges EBIT qui sont de l'année 2022 et de l'EBIT 2021. Donc on avait des très bonnes marges EBIT sur ces 2 années. Ensuite, j'ai calculé le delta entre la marge EBIT et le résultat opérationnel d'activité et le résultat opérationnel. Donc entre guillemets l'EBITDA et la marge EBITDA et la marge EBIT. Et donc sur le S1 2023, on est à 0,630%. Donc c'est important de le noter. Sur le S1 2022, on est à 0,620%, donc on est sur une base de comparaison comparable. Et donc, j'essaye de calculer ici le delta pour 2023. Donc, je prends la marge opérationnelle d'activité, la fourchette basse qui est à 9,5% de marge opérationnelle d'activité. Je lui enlève moins 0,63% pour arriver à une marge EBIT, pardon, j'ai décalé le truc, pour arriver à une marge EBIT de 8,87%. Et donc, ici, je vous ai calculé l'enterprise value sur EBIT sur l'année 2023. Donc, avec la correction actuelle, donc on a une enterprise value à 432 millions d'euros, 433 si on arrondit. Et donc, pourquoi j'ai fait ça? EBIT 6, c'est tout bon. Pour la marge EBIT, en fait, je vous ai fait le chiffre d'affaires de la guidance basse, donc 540 millions d'euros fois cette marge EBIT qu'on a trouvé en haut. Et ça nous donnerait 47,898 millions d'euros. Et ce qui nous donnerait une enterprise value sur EBIT pour l'année 2023 de 9. Donc j'adore ce ratio. Si vous voulez aller voir notamment l'article ici de Master Bourse, dites-le moi, je vous le mettrai en commentaire, je vous le mettrai dans la description. Pourquoi c'est un ratio qui est cool? C'est parce qu'en fait, on prend en compte la valeur d'entreprise avec la capitalisation et les dettes. On prend le résultat d'exploitation qui est en fait quand même mieux que finalement ce ratio que le PER, où en fait on a des effets exceptionnels, notamment les charges et les produits exceptionnels qui sont comptés dans le résultat net, qui ne sont pas comptés dans les bits. Donc ça, c'est important. Mais on a quand même le CAPEX qui est compris dedans et tout un tas de choses. Et donc, c'est un bon ratio, selon moi. Et Master Bourse, Youssef,
fait du très bon boulot, donc allez voir son article là-dessus. Et donc on revient tout de suite sur Obey. Donc on a dit quoi? En next 12 months, donc je prévois donc un enterprise value sur EBIT en borne basse, sachant que l'enterprise value va être encore diminuée par le cash, qui va arriver, on va peut-être arriver à 100 millions d'euros de cash, mais je pense ouais, autour de 90-100 millions d'euros de cash, donc ce qui va baisser l'enterprise value. Et les bits, comme je vous l'ai dit, borne basse, on serait à 47,98 millions d'euros. Donc ici, enterprise value sur EBIT de 9, donc ce ratio, on serait donc à peine plus élevé que maintenant en next 12 months, parce que c'est ce que les analystes anticipent, mais on serait sous-évalué par rapport à ces 10 dernières années où on a une enterprise value sur EBIT de 10,2. Donc ici, ce schéma, je tiens à dire que c'est non actualisé avec la baisse du jour. Donc c'était tout là-dessus. Voilà, donc sur Obey, qu'est-ce qu'on a? On a donc on a un price earning, donc un rendement des net income actuellement ici, si on se place ici. Donc net income sur ces 12 derniers mois. Je vous ferai pas de target price parce que je vous le ferai prochainement. Donc ici, en année financière pleine, je préfère. Donc ici, on a combien? On a 35,59 millions d'euros de résultats nets et ici, on a une CAPI de 515 millions d'euros, virgule 1, je vais le compter quand même pour être plus précis. Et ici, on a donc un résultat net de 35,59 millions d'euros sur ces 12 derniers mois et ça nous donne, qu'est-ce que j'ai fait? C'est l'inverse qu'il faut que je fasse. Pour avoir un rendement des net income divisé par les 515,1 millions d'euros, ça nous donne un rendement de 6,9% au cours actuel. Donc on ne prend pas en compte la croissance de ces futures années. Donc au cours actuel, un rendement de 7% pour la qualité du business qu'est Obey. Et pour vous rappeler la récurrence du business, pardon. Donc on va voir dans mes vidéos donc top 3 ESN. Et donc vous voyez ici, il y a 3 semaines j'ai publié une vidéo, donc top 3 ESN, je vous mets pas le son, mais je vous parlais d'Obey tout de suite ici, Obey. Et ce que j'aimais chez Obey, je vais vous augmenter un peu la définition, c'est une marge opérationnelle qui était franchement pas mal pour une activité qui était faite en France, récurrence du business de 50%. On n'est pas sur du neuro non plus, mais 50% de récurrence, c'est pas mal. On a un track record pas mal. Donc depuis 98, il est vraiment impeccable le track record et on a un très bon retour à l'actionnaire avec un bon rendement du dividende au cours actuel. Donc au cours actuel, ça nous donne ici, si je vous mets le forward dividend yield, on a 3,5%. Donc pour les gens qui cherchent le dividende, c'est pas mal. Même si moi je ne cherche pas le dividende, ce n'est qu'un plus. Et donc ici, je voulais vous montrer la croissance des revenus. Donc les revenus sur les 12 derniers mois avec les net income également sur les 12 derniers mois. Et si on les met sur le même schéma, on peut voir que All, on a quand même une très belle croissance, que ce soit des revenus et des net income à long terme. Donc ici, pour vous mettre les revenus, vous voyez qu'on a une très très belle croissance. Bon, on a souffert en 2008. Et là, même pendant le confinement, on n'a rien subi du tout. Donc, on a une très très bonne qualité du business. Et ici, les net income, c'est pareil. Et ici, le dividende est croissant, comme je vous l'ai montré dans la présentation. Donc, pour moi, au cours actuel, on a 7% de rendement quand même, c'est pas trop mal. Je suis à moins 15% sur ma ligne, je me suis renforcé à 40, même si c'est pas un conseil d'investissement. Je chercherai du coup à me renforcer encore. Faudrait que l'action perde encore 5%, que je me renforce à moins 20% sur ma position. Donc j'avais acheté la position un peu chère et donc faudrait encore que ça baisse effectivement de 5%. Donc si je me mets sur la calculatrice ici, donc on est à combien le cours actuel? On a dit 37,1, donc 37
5,1. Donc je tiens à dire que ça peut être biaisé quand même mon raisonnement parce que je suis actionnaire de la société. Donc là, 5%, hop là. Mais j'ai essayé quand même d'être assez objectif. Donc à 35, je renforcerai parce que je serai à moins 20%, je pense que c'est une bonne stratégie, sachant que la société continue à avoir de la croissance quand même. Les marges sont un peu moindres, mais on a du cash. J'espère qu'ils vont faire une acquisition pour mettre ce cash au travail, parce que c'est bien d'avoir 3 ou 4% de revenus sur le cash, d'avoir du taux, enfin, de placer ce cash à 3 ou 4%. Mais si on arrive à avoir 20% de rocher sur une nouvelle acquisition, c'est encore mieux. Donc voilà ce que je pensais sur OBE. N'hésitez pas à aller voir mon top 3 ESN pour avoir plus de précision sur les top ESN. S2I a également bien baissé, mais j'attendrai les résultats pour voir ce que ça donne. C'était Invest Academy, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo et de vous abonner si ça vous a plu. Ciao ciao.